Bon, disons qu'à partir de la route, nous, on a trois grands objets, hein. On a la question de la prise de risque, parce qu'ils prennent beaucoup trop de risques sur la route. On a bien sûr la question des addictions, puisque je crois que l'année dernière, Bernard Lemeau est venu vous parler de l'importance de l'alcool et du cannabis dans les accidents, donc ça pose toute la question de leur consommation, bien sûr. Et puis, ça a aussi à voir avec la question de la délinquance et des règles, puisque le code de la route, c'est une règle comme les autres, quoi. Donc, sur ce transparent, bon, c'est vrai qu'on m'a dit que vous occupez plutôt, vous, des 0 aux 18 ans, mais c'est vrai que vous préparez quand même, comment dire, l'idée, effectivement, qu'il y ait une éducation routière, éducation nationale en primaire, au collège, c'est pour essayer de prévenir ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est ce qui est sur ce transparent, vous voyez, qui est le gros problème qu'on a, c'est que les jeunes en France, c'est 800 000 bonhommes par tranche d'âge, hein. Il y a 800 000 personnes qui ont 15 ans, 800 000 qui ont 16. Donc ça fait 10 tranches d'âge. Et donc ça fait 8 millions de gens qui, sur les 62 millions de Français, ça fait donc 15% de la population. Donc sur ce transparent, vous avez bien ce qu'on appelle le surrisque, la surreprésentation des jeunes usagers, puisqu'on voit que ils se tuent, ils se blessent beaucoup plus gravement sur la route que leur poids démographique. Alors j'attire votre attention sur la question du blessé grave, parce qu'on est toujours un peu obnubilé par la mort sur la route. Et c'est vrai qu'on parle toujours souvent que des tués, notamment quand vous avez les infos à la télé. Et en fait, la question du handicap est certainement aussi importante pour nous. D'une part pour le sujet lui-même, parce que perdre une jambe entre 15 et 25 ans, vous imaginez l'importance pour le sujet, pour sa famille, pour le budget de la Sécu aussi. C'est un événement aussi grave que la mort, en fait, hein. Donc la question du handicap est très préoccupante. Et puis c'est aussi important du point de vue de la prévention, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques années, le Conseil général des Bouches-du-Rhône m'avait posé une question de savoir, m'avait posé deux questions. Bon, comment arrivent les accidents corporels graves dans le département? Donc effectivement, ça c'était une étude d'accidentologie classique, mais aussi une question plus originale qui était qu'est-ce que les jeunes pensent des campagnes qu'on impulse périodiquement à leur égard? Est-ce que ça les touche pas, et qu'ils sont critiques ou ça? Et ce que m'avaient appris les jeunes Marseillais, c'était qu'en gros, à cet âge-là, dire à quelqu'un si tu continues à faire ça, c'est-à-dire boire avant de conduire, fumer du cannabis avant de conduire, aller trop vite, pas mettre la ceinture, etc. Si tu continues à faire ça, tu vas mourir. En général, ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, parce que la mort, c'est abstrait. C'est les vieux qui meurent, c'est pas leur groupe d'âge. Ils ne sont pas concernés. Et donc, ce serait même plutôt attirant entre Françoise Sagan et Jimi Hendrix, quoi. Donc, c'est pas certainement pas pour ça, pour ne pas mourir, qu'on va se calmer ou mieux respecter les règles. Et donc, en fait, ce que m'avaient appris les jeunes Marseillais, c'était que finalement, le message qui était le plus opérant pour eux, c'est si tu continues à faire ça, ces choses dangereuses, ton meilleur ami ou ta meilleure amie va finir sa vie dans un fauteuil roulant. C'est-à-dire que les jeunes me disaient, quand je me comporte dangereusement, si ça se termine mal, bon, c'est bien triste, mais à la limite, ça me regarde. C'est un peu comme quand Sartre disait, les gens ont le droit de se suicider, ou vous savez, les gens qui ne mettent pas leur ceinture. Ils disent, après tout, ça me regarde si je ne mets pas la ceinture. Bon. Donc, les jeunes disaient quelque chose comme ça. C'est vrai qu'ils imaginent peut-être pas qu'ils pourraient aussi faire du mal à autrui quand ils se comportent dangereusement sur la route, mais enfin, ils disaient en tout cas, si c'est un dommage à ma personne, ça me regarde. Tandis qu'évidemment, si mon meilleur copain va être toute sa vie en fauteuil roulant, il y a quand même une culpabilité là, qui va être très très dure à gérer. Et je reconnais que ça, s'il y a bien une raison pour laquelle j'accepterais d'être un peu plus prudent, ça serait ça. Donc, les jeunes me pointaient que quelque part, paradoxalement, on serait presque plus responsable pour autrui que pour soi-même, quoi. Et quelque part, c'est pas si absurde, puisque effectivement, vous savez, on a toujours cet éternel débat en sécurité routière entre éducation et répression. Est-ce qu'il faut mettre l'argent sur les radars ou sur les campagnes pour sensibiliser les gens? Eh bien, quelque part, la sortie de ce surrisque-là, elle montre que ce débat est peut-être un peu caduque, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez le même sujet à 20, 21 ans qui se comporte très dangereusement sur la route. Eh bien, si vous pouviez vous téléporter et vous retrouviez le même sujet 5-6 ans après, vous verriez qu'il a changé complètement de comportement. Or, le plus souvent, cette personne, il a eu ni éducation, parce que vous savez bien que c'est pas tellement entre 18 et 24 ans qu'il y a du continuum éducatif, on fait plus grand-chose à cet âge-là. Et en général, répression, il n'en a pas beaucoup aussi, parce que, comme vous le savez, la probabilité toujours d'être détecté reste toujours malgré tout faible sur la route. Donc, en fait, la seule chose qui a changé souvent, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est que cette personne, il a rencontré quelqu'un, il s'est marié, ou il s'est mis en couple, ou il a fait un premier enfant. Bref, il ne devient plus responsable que de lui-même, mais il devient responsable d'autres personnes. Et donc, si on n'est plus responsable pour autrui que pour soi-même, ben, on devient plus responsable. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour beaucoup de gens.
la raison fondamentale de vouloir appliquer l'éducation nationale dans la sécurité routière, c'est que la sécurité routière, effectivement, il y a des dossiers techniques, c'est comme toute culture, comme toute science, il y a des choses à apprendre, à savoir. Donc on pourrait vous faire une journée thématique sur la vitesse, une journée thématique sur l'alcool, une sur le cannabis, comme vous avez eu il y a quelques temps, bon, avec Bernard Lomont. On pourrait peut-être pas tenir toute une journée sur le téléphone portable quand même. Bon. Mais ça, ce sont effectivement des dossiers thématiques, comme vous en faites vous dans vos disciplines. Pour autant, la sécurité routière, c'est pas vraiment ça en fait. La sécurité routière, ça n'est basiquement qu'une question de citoyenneté, du respect de la vie d'autrui, de la prise en compte d'autrui. Et chaque fois qu'on améliore cette citoyenneté, eh ben, tous les dossiers thématiques, vitesse, alcool, ceinture, ils suivent en fait. Hein. Donc ce qui est au cœur de la violence routière, c'est cette question-là. Et c'est pour ça que qui d'autre que les enseignants de l'éducation nationale peut aider à transmettre ça, puisque vous voyez bien que ce n'est pas dans 25 heures à l'auto-école qu'on va améliorer la citoyenneté. Bon. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de pression sur vous, parce qu'on sait que nous, le noyau dur, le fond du problème, c'est ça, quoi. Ce sur-risque, il est comment dire, il est très particulier parce qu'il est très stable dans le temps, c'est-à-dire que, je veux dire, on a des tablettes égyptiennes qui se plaignent déjà du comportement des adolescents à la sortie des tavernes. On a l'impression que voilà, la culture donne des véhicules à chaque époque, hein, et puis les jeunes s'en servent plus dangereusement à travers toute l'histoire de l'humanité. Bon. Et pour devenir plus sérieux, ben, même sur la voiture, effectivement, c'est depuis 1955 qu'on compte les tuer sur les routes, hein, donc ça fait maintenant 50 ans qu'on a... Voilà. Eh bien, ce transparent, il est valide chaque année, on n'a pas besoin de le changer, c'est malheureusement, ça ne change pas, quoi. Donc ce risque est très stable dans le temps, et il est très stable dans l'espace. Cette constance dans le temps et dans l'espace amène des fois des positions un peu pessimistes, voire stigmatisantes, enfin fatalistes. Ce deuxième chiffre, c'est l'évolution de la sécurité routière en France depuis 50 ans. Il y a cette fameuse courbe en cloche, hein, qu'on connaît bien. Les jeunes suivent tout à fait la tendance générale de leur pays, c'est-à-dire que quand un environnement est très dangereux, les jeunes sont très dangereux. Quand un environnement devient moins dangereux, eh bien, les jeunes deviennent moins dangereux. Donc moi, je dis que quand une population se comporte comme ça, nous n'avons aucune raison d'être particulièrement répressifs ou stigmatisants à leur égard. Il suffit tout simplement de prendre des mesures générales, de sécurité routière. Si vous voulez, quelque part, à la limite, la conclusion qu'on pourrait en tirer, ça serait presque quelque chose qui pourrait presque être vu négativement par vous. C'est l'idée de dire, on parle toujours du problème jeune, il faut des mesures jeunes, qu'il faut des mesures appropriées, qu'il faut cibler. À la limite, quand on regarde l'évolution, on pourrait tout simplement dire, bon, c'est pas la peine d'être obnubilé par ça. Faites des mesures de sécurité routière qui apaisent le niveau général de danger dans un pays, et ben les jeunes, ils suivent toujours la tendance. Il y a un deuxième facteur qui est presque plus important encore, c'est la question, bien sûr, garçon-fille, vous vous en doutez. Hein, vous voyez que sur les 4600 tués en France, déjà 70% c'est des hommes, 30% c'est des femmes, il y a une différence énorme. Il y a un deuxième facteur qui est tout aussi important, c'est la prise de risque. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, à exposition égale, les sujets masculins se comportent toujours plus dangereusement. On peut arriver à deux conclusions complètement opposées. Il y a des gens qui pourraient dire qu'il faut faire des éducations très différenciées. Ils n'ont donc pas du tout les mêmes problèmes quantitativement, qualitativement non plus. Quand les femmes ont des accidents, c'est du registre de l'erreur. Hein, on est en ville, les accidents à deux véhicules, où elles ne comprennent pas la trajectoire d'un véhicule, alors que chez les hommes, c'est de l'infraction qui est sous l'accident. Bon. Bref, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes à résoudre, donc on pourrait se dire, il faut... Et pourtant, on leur donne la même éducation routière à l'éducation nationale, ils ont la même formation à l'auto-école, le même examen, et ensuite le même post-permis. On pourrait dire, c'est idiot. Enfin, c'est comme donner le même médicament à quelqu'un qui a une crise de froid et une bronchite, quoi. Normalement, on apparie le médicament et la maladie. Donc, on pourrait dire, voilà, il faudrait qu'effectivement, à tous les niveaux, hein, depuis l'école jusqu'au post-permis, il faudrait faire la discrimination positive, on va dire, vous avez des garçons, pour mieux les protéger quand on voit l'hécatombe que c'est. Et donc, il faudrait donner des éducations plus différenciées. Ça, c'est une conclusion. Mais par contre, au niveau de la famille, on pourrait arriver à la conclusion inverse. On pourrait dire il faudrait effectivement que les éducations soient moins différenciées, parce que c'est ça peut-être qui met les garçons à risque, c'est qu'on a encore des éducations beaucoup trop sexistes, ou dans le sens où, chaque fois qu'un petit garçon commet une imprudence ou ne respecte pas une règle, souvent, et trop souvent, le parent dit « c'est la nature, c'est bien un garçon, tiens ». Et chaque fois que la petite fille fait exactement la même chose, le parent dit « c'est une faute, c'est mal ». L'adhésion au stéréotype de sexe, la question masculinité, féminité, ce qu'il est bien de faire quand on est un homme, ce qu'il est bien de faire quand on est une femme, ça on voit très bien que là, la famille notamment a un rôle fondamental, parce que c'est elle qui crée quand même ce problème-là. Les garçons sont ce que les mères en font un peu. Hein. Et donc toute la question, est-ce que vous, enseignants, vous pouvez lutter contre des fois des éducations beaucoup trop stéréotypées qui vont mettre les garçons en danger, justement, parce que trop stéréotypées.
En fait, la route est quelque chose qui réalise une exception, c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage sur la mise en danger de soi dans beaucoup de domaines. Notamment, moi j'entends les collègues en prévention de la délinquance pointer maintenant qu'on voit des phénomènes d'agression et de violence chez les filles qu'on ne voyait jamais avant. Bon. Et donc la route continue à constituer cette exception. Et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Et moi, mon hypothèse, c'est que si la route réalise une exception à ce rattrapage des filles sur les garçons, c'est que quelque chose de très très profond résiste dans l'inconscient collectif, dans la psyché des jeunes femmes, à la mise en danger de soi sur la route et à la mise en danger d'autrui sur la route. Donc, comme je dis, on ne pourra pas transformer les garçons en filles. Par contre, les mettre, je dirais, vos élèves, les mettre dans une salle, 10 garçons, 10 filles, et les faire plancher sur cette simple question, qu'est-ce que c'est qu'une femme sur la route et pourquoi elle se comporte de la manière dont elle le fait, eh bien, ça pourrait être intéressant que, si évidemment les jeunes garçons laissent les filles parler, bien sûr, mais ça pourrait être intéressant si 10% de la sagesse féminine passait dans les cerveaux masculins, comme on voit que sur la route, la femme est très nettement l'avenir de l'homme, eh bien, ça serait déjà, on aurait encore des progrès qu'on pourrait faire rien avec cette stratégie, à mon avis, de ce qu'on appelle les conflits socio-cognitifs entre pairs. Alors, on m'a demandé de vous parler aussi, donc ça c'est quand même les deux choses les plus importantes à dire hein, sur l'âge et le sexe. Maintenant, on m'a demandé de vous parler effectivement d'un travail que je viens de terminer et qui est un travail de longue haleine, puisque je l'ai commencé il y a 20 ans, et je viens juste de le publier, qui est effectivement un livre sur l'influence de l'environnement familial sur les enfants, sur ces questions-là, prise de risque, addiction et transgression. J'ai écrit ce livre pour essayer de bien insister sur l'idée que quand on regarde ce que disent les études scientifiques, les études longitudinales, on prend des gens à 15 ans, on les suit jusqu'à 25 ans, et on étudie leur santé, leur sécurité, leur réussite scolaire, leur bien-être psychologique, bref, eh bien, ce qu'on voit, c'est que même entre 15 et 25 ans, l'influence de l'environnement familial reste majeure et beaucoup plus importante que les médias et que les pairs, notamment parce qu'elle contrôle aussi ça. C'est-à-dire que l'influence des médias et l'influence des copains, elle est aussi sous le contrôle des parents, de toute façon.